rien dans mon cœur contre vous trois. Vous êtes venus dans mon pays connaissant la conduite du consul Cameron. Ne craignez pas, il ne vous arrivera rien. Asseyez-vous. Lorsque nous fûmes assis, il commanda qu'on nous servît du thé, et se mit à causer avec monsieur Rassan. Entre autres choses il lui dit, « Je suis comme une femme en travail d'enfantement, je ne sais si ce sera un avortement, une fille ou un garçon, j'espère que ce sera un garçon. Quelques hommes meurent, quand ils sont jeunes, d'autres à la fleur de leur âge, d'autres dans la vieillesse, quelques-uns sont prématurément retranchés, quant à ma fin, Dieu seul la connaît point. » Il présenta ensuite son fils à monsieur Rassan. Il lui demanda si nous avions des tapis, si notre demeure était confortable, monsieur Rassan lui ayant répondu que grâce à sa protection nous avions tout ce que nous désirions, et que sa majesté serait contente si elle voyait la gentille habitation que nous occupions. Théodoros levant les yeux à un ciel lui dit, « Mon ami, croyez-moi, mon cœur vous aime, demandez-moi tout ce que vous voudrez, même ma propre chair, et je vous le donnerai. » Sa Majesté pendant tout le temps de l'entrevue, fut très polie. Théodoros nous parut enchanté des réponses de monsieur Rassan et rit à cœur joie plus d'une fois. Lorsque nous le quittâmes, il nous fit accompagner à nos tentes par son fils et quelques-uns des Européens. J'ai entendu dire par deux des Européens qui étaient présents, qu'avant, comme pendant notre entrevue, Théodoros s'était montré plus cordial et plus doux que jamais. Tandis qu'on nous ôtait nos fers, il eut une conversation avec monsieur Rassan. Entre autres choses il lui dit, « Monsieur Stern m'avait blessé, mais il faudrait qu'il arrivât bien des choses avant que je le blessasse, lui. » Il lui dit encore, « Je me battrai, vous pourrez voir mon corps étendu sans vie et vous direz alors, voilà un homme méchant qui m'a déshonoré moi et les miens, et peut-être que vous ne m'ensevelirez pas. » Après qu'il nous eut quittés, Théodoros passa en revue ses troupes et leur parla de nous, « Quoi qu'il arrive, je ne tuerai pas ces trois-là, ce sont des délégués, mais parmi ceux qui arrivent, et aussi parmi ceux qui sont ici, j'ai des ennemis, ceux-là je les tuerai s'ils m'insultent. » Comme il passait la porte pour retourner à son camp, il appela le RAS et lui dit, « Monsieur Rassan et ses compagnons ne sont pas prisonniers, ils peuvent s'amuser et courir, surveillez-les des yeux seulement. » Cette nuit-là nous n'eûmes aucun garde dans l'intérieur de notre chambre, ils dormirent dehors. Nous n'abusâmes point de la permission de nous promener dans tout l'en-bas, nous restâmes tranquillement dans notre enceinte. En arrivant à son camp, Théodoros rassembla ses gens et leur dit, « Vous avez appris que les hommes blancs venaient pour me battre, ce n'est point un faux bruit, c'est la vérité. » Un soldat étant sorti des rangs, s'écria, « Il n'en sera pas ainsi, mon roi, nous les battrons. » Théodoros regarda cet homme et lui dit, « Vous êtes fou. Vous ne savez ce que vous dites. Ces gens ont de grands canons, des éléphants, des fusils, des mousquets sans nombre. Nous ne pouvons nous battre contre eux. Vous croyez que nos mousquets sont bons, s'il en était ainsi, ils ne nous les vendraient pas. J'aurais pu mettre à mort monsieur Rassan, parce qu'il a appelé ses soldats contre moi. Je ne lui ai fait aucun tort, il est vrai que je l'ai chargé de chaînes, mais c'est votre faute à vous, Jean de Magdale, vous auriez dû me donner de meilleurs conseils. Je pourrais le tuer, mais ce n'est qu'un homme, et puis ceux qui arrivent me prendraient mes enfants, ma femme, mes trésors et me tueraient ainsi que vous. » Le lendemain matin,
30, un message fut envoyé aux ouvriers européens demandant qu'ils vinssent travailler pour l'empereur, attendu qu'il y avait encore bien des rochers à franchir. En partant pour aller travailler, on leur enleva les chaînes des pieds, ou les enchaîna 2 à 2 par les mains, et ils furent conduits ainsi à Encan. Une tente fut dressée pour eux, et à leur arrivée on leur donna du tège, de la viande et du pain, de la part de Sa Majesté. Nous ne nous flattions pas plus qu'il ne fallait de la bonne réception que venait de nous faire l'empereur, sachant comme il changeait subitement de dessein, et que souvent même il témoignait une grande amitié, tout en avant à Hennefont l'intention de maltraiter et de mettre à mort ces pauvres dupes. Cependant nous étions assez heureux et nous avions assez de courage, sachant que la fin était proche, nous avions tout remis entre les mains de Dieu, et nous espérions que tout irait bien. Le 1er avril nous apprîmes que la veille Théodoros s'était enivré et avait beaucoup bavardé. Vers 10 heures du matin un grand nombre de soldats arrivèrent en toute hâte du camp. Ces mouvements brusques des soldats nous déplaisaient toujours. Mais à un lieu de se diriger vers notre enceinte, ainsi que nous l'avions craint, ils allèrent dans la direction des magasins, et bientôt après nous les vîmes passer revenant sur leurs pas et portant les canons que Théodoros avait sur la montagne, la poudre, les balles, etc. Nous supposâmes que l'empereur avait décidé de défendre Sélassié, ou qu'il avait envoyé prendre ses armes parce qu'il avait l'intention, c'était l'opinion générale, de faire un grand déploiement de force. Le 2 au matin, quelques chefs furent envoyés par l'empereur pour nous informer que Sa Majesté nous ordonnait de partir immédiatement pour Islangée. D'après ce que nous connaissions de l'humeur changeante de Théodoros, nous ne savions ce qui nous attendait, si ce serait une bonne réception, un emprisonnement ou pis encore, mais comme nous n'y pouvions rien, nous nous habillâmes, et, accompagnés des chefs, nous quittâmes nos huttes, peut-être pour ne plus les revoir, et nous descendîmes à Encan situé à un pied de la montagne. C'était pour la première fois, excepté le jour où l'on nous délivra de nos chaînes, que nous sortions de notre enceinte. Nous n'avions qu'une idée imparfaite de l'en-bas, et nous fûmes étonnés de le trouver si grand. L'espace compris entre les portes était plus vaste, le passage sur la pente de l'en-bas était plus abrupt et plus large que nous ne nous l'étions imaginé d'après nos souvenirs de 21 mois. Nous trouvâmes Théodoros assis sur un monceau de pierre, à environ 20 mètres au-dessous d'Islangée, à côté de la route que l'on venait de terminer et sur laquelle on allait traîner les canons, les mortiers et les fourgons. Du lieu qu'il s'était choisi, il pouvait voir toute la route jusqu'à un pied d'Islangée où tous ces gens travaillaient avec ardeur à attacher de longues courroies de cuir au fourgon, et, sous la direction des Européens, arrangeaient tout pour l'ascension. L'empereur était vêtu très simplement, la seule différence qu'il y eut dans ses vêtements entre lui et ses officiers placés à 10 mètres plus loin, consistait dans la soie avec laquelle était brodé son chahama. Il tenait une épée dans sa main et 2 pistolets pendaient à sa ceinture. Il nous accueillit cordialement et nous fit asseoir derrière lui. Il nous donnait là une grande preuve de confiance, qu'il n'aurait certainement pas accordée à son plus cher ami abyssinien, car nous n'aurions en qu'à lui donner soudainement une poussée et il eût roulé à un fond du précipice. La route qui avait été faite pour monter la côte d'Islangée était large mais très rapide, et la pente moyenne était d'1 mètre sur 3, à mi-chemin elle tournait à angle droit, et nous avions de sérieuses craintes pour ce bout de route à cause des lourds fourgons qu'il fallait y faire passer. À notre arrivée l'empereur nous parla peu étant très occupé à regarder les fourgons au bas de la côte, mais dès que le plus lourd mortier fut en vue, il nous le montra et demanda à Monsieur Rassan ce qu'il en pensait.
Nous admirâmes-t-on la lourde pièce, et Monsieur Rassan, après avoir complimenté Sa Majesté sur ce travail important, ajouta que sous peu nos concitoyens auraient le plaisir de l'admirer comme nous. Samuel, qui était notre interprète en ce moment, devint tout pâle, mais comme l'empereur comprenait un peu l'arabe, il fut obligé de traduire exactement la pensée de Monsieur Rassan, bien que cela le contrariât. Théodoros sourit et envoya Samuel dire à Monsieur Waldmeyer que Monsieur Rassan avait dit vrai. Quelques minutes plus tard Sa Majesté s'étant levée, nous nous levâmes aussi, et Monsieur Rassan lui dit par l'intermédiaire de Samuel, que pour réjouir tout à fait son cœur, il le suppliait d'être assez aimable pour délivrer de leur fer ses compagnons restés enchaînés à l'en-bas. Pour le coup non seulement Samuel pâlit, mais il secoua la tête refusant de parler d'un tel sujet. Monsieur Rassan alors répéta sa requête et sur un ton de voix plus élevé, ce qui fit que Théodoros, ayant cherché l'interprète autour de lui, Samuel fut obligé de remplir son office. Sa Majesté parut mécontente et même un peu ennuyée, mais au bout d'un instant elle donna l'ordre à quelques hommes de sa suite, ainsi qu'à Samuel, de partir pour l'en-bas afin de faire délivrer les 5 Européens qui étaient encore dans les fers. L'empereur ensuite alla se promener au-dessous de l'angle que formait la route et dirigea le rude travail occasionné par le transport de si lourdes masses sur un plan incliné. Il nous envoya de l'autre côté du chemin, où nous pouvions bien embrasser toute la Seine, et ordonna à plusieurs de ses premiers officiers de nous surveiller. Nul mieux que Théodoros n'eût pu diriger une si difficile opération, les courroies de cuir ayant déjà beaucoup servi, cassaient toujours et nous craignions à chaque instant que quelque accident n'arrivât, et qu'à un dernier moment le lourd mortier Sébastopol ne roulât à un fond de l'abîme. Nous nous représentions alors quelle serait la colère de Sa Majesté, et notre proximité de sa personne nous faisait prier intérieurement que rien de semblable n'arrivât. Nous étions bien placés pour voir l'opération, Théodoros se tenant sur un fragment de rocher en saillie, penché sur son épée, envoyait à chaque instant son aide de camp avec des instructions pour ceux qui dirigeaient les 500 ou 600 hommes attelés aux courroies. Parfois lorsque le bruit était trop grand ou qu'il avait besoin de donner quelque instruction générale, il n'avait qu'à élever la main et aussitôt tout bruit cessait à un milieu de cet essaim d'ouvriers, et la voix claire de Théodoros se faisait seule entendre dans ce profond silence produit par un seul geste de l'empereur. Enfin le lourd mortier atteignit le plateau d'Islangé. Nous nous battâmes de rejoindre Sa Majesté pour la féliciter sur l'achèvement de sa grande entreprise. Théodoros nous engagea alors à mieux examiner cette forte pièce. Sautant aussitôt sur le fourgon, nous l'admirâmes beaucoup, exprimant en même temps à haute voix notre étonnement et notre plaisir aux spectateurs. Sa Majesté était évidemment enchantée des éloges que nous donnions à son œuvre favorite. Il nous engagea à nous asseoir près de lui sur le bord du plateau d'Islangé, tandis que l'on achèverait d'amener les entre-canons et les autres fourgons. Le travail considérable qu'il avait fallu pour traîner le Sébastopol du poids de 16 000 livres, bien que quelques autres canons fussent encore assez lourds, fit considérer le restant de l'opération comme un jeu d'enfant, et quoique présente Sa Majesté n'intervint plus. Nous demeurâmes encore avec l'empereur plusieurs heures à causer tranquillement et amicalement. Comme le soleil devenait de plus en plus chaud, Sa Majesté insista pour que nous nous couvrissions la tête, et au bout de quelques instants M. Bussam ayant demandé la permission d'ouvrir son parasol, non seulement il l'y autorisa, mais voyant que je n'en avais pas il envoya prendre le sien par l'un de ses serviteurs, l'ouvrit et me le fit passer.
Il nous parla de toutes les difficultés qu'il avait rencontrées et comment les paysans lui refusaient absolument leur concours. Il nous dit, j'ai été obligé d'ouvrir mes chemins et de traîner mes fourgons pendant le jour, et de ravager le pays pendant la nuit, mes gens n'ayant rien à manger point. Toute la contrée, disait-il, était en rébellion. Lorsqu'on parvenait à s'emparer de quelqu'un de sa suite, immédiatement on le mettait à mort. En retour, quand il faisait quelques prisonniers, il les brûlait vivants pour venger les siens. Il nous disait cela le plus tranquillement du monde, comme s'il avait fait la chose la plus juste. Ensuite il nous demanda le nombre de nos troupes, de nos éléphants, de nos fusils, etc., etc. Monsieur Rassan lui dit tout ce que nous savions, que 12 000 hommes de troupes avaient débarqué, mais que 5 ou 6 000 seulement s'avançaient sur Mabda'ale, et il ajouta, mais tout se passera pacifiquement. Théodoros lui dit, Dieu seul le sait, il y a quelque temps, lorsque les Français entrèrent dans le pays sous le règne de ce voleur Ago négocié, je marchai promptement contre eux, mais ils prirent la fuite. Croyez-vous que je ne fusse pas allé à la rencontre de vos troupes et que je ne leur eusse pas demandé ce qu'ils venaient faire dans mon pays? Mais comment le puis-je? Vous avez va toute mon armée et, nous montrant l'en-bas, voilà tout mon empire. Mais je les attendrai ici, et après cela, que la volonté de Dieu soit faite. Il nous parla ensuite de la guerre de Crimée, du dernier différend survenu entre la Prusse et l'Autriche, des fusils à aiguille, et nous demanda si les Prussiens avaient fait prisonnier l'empereur d'Autriche, ou s'ils s'étaient emparés de son pays. Monsieur Rassan lui dit que les fusils à aiguille, par la promptitude de leurs coups, avaient décidé la victoire en faveur des Prussiens, que la paix ensuite ayant été conclue, l'empereur d'Autriche avait dû compter une large indemnité, et qu'une partie de son territoire avait été annexée à la Prusse, tandis que ses alliés avaient perdu leurs États. Sa Majesté écouta avec beaucoup d'attention, mais quand on lui dit que seulement 5 000 hommes approchaient de Mabda'ale, le pli de fierté de ses lèvres exprima combien il sentait l'humiliation de sa position actuelle, que si peu d'hommes fussent considérés comme suffisants pour le vaincre. Il nous parla ensuite de ses anciens griefs contre messieurs Cameron, Stern et Rosenthal. Mais il ajouta, vous ne m'avez fait jamais aucun tort. Je sais que vous êtes de grands hommes dans votre patrie, et je suis très fâché de vous avoir maltraité sans cause. Lorsque le dernier fourgon eut été mis en place, Théodoros se leva et nous invita à le suivre. Nous marchâmes à quelques mètres derrière lui, et lorsque Samuel, qui était allé donner des ordres à l'effet de nous dresser une tente, fut de retour, l'empereur nous fit, par son intermédiaire, plusieurs questions touchant l'épaisseur de son gros mortier, la charge qu'il fallait, etc. À toutes ces questions, Monsieur Rassan répondit qu'il n'était qu'un employé civil, et qu'il ne savait rien de ces choses. Alors il s'adressa à moi, mais Monsieur Rassan lui ayant dit encore que je n'avais étudié que la médecine, dès lors il cessa ces questions, nous conduisit à la tente préparée pour nous, et nous ayant souhaité une bonne après-midi, il se retira. Un déjeuner abyssinien nous fut servi, du TIF et quelques plats et des gâteaux européens, que Madame Waldmeyer avait préparés d'après les ordres de l'empereur, nous furent envoyés pour être distribués entre nous. Peu d'instants plus tard, Monsieur Waldmeyer et Samuel furent appelés. On aurait dit que déjà Théodoros avait trop bu, tant il parlait avec volubilité, s'informant pourquoi il n'avait reçu aucun avertissement du débarquement de nos troupes, et si ce n'était pas l'usage qu'un roi avertit un autre roi lorsqu'il envahissait son pays,
etc. Lorsque M. Waldmeyer et Samuel revinrent, ils avaient l'air très alarmés, comme s'il était rare de voir Théodoros plein d'affabilité le matin, et puis le soir, lorsqu'il avait bu, maltraitant ceux qu'il avait caressés quelques instants auparavant. Samuel et M. Waldmeyer furent de nouveau appelés. Théodoros alors accusa beaucoup Samuel, lui disant qu'il avait plusieurs griefs contre lui, mais qu'il laissait ce compte à régler pour un autre jour, puis il lui ordonna de nous ramener dans le fort, donna ses ordres pour que nous eussions 3 mules, et ajouta que le nouveau commandant de Lamba, ainsi que l'ancien, devait nous escorter. Il dit à M. Waldmeyer, dites à M. Rassan qu'un petit feu de la grosseur d'un pois, s'il n'est pris à temps, peut causer une grande catastrophe. C'est à M. Rassan à l'éteindre avant qu'il ne prenne de l'extension. Nous fûmes bien aises de retourner sains et saufs dans notre ancienne prison, et heureux de voir nos compagnons libres de leurs fers, l'air content et plein d'espérance. Le lendemain matin, M. Rassan fit demander à l'empereur qu'il voulût bien lui accorder la permission d'informer le commandant en chef de l'armée britannique, des bonnes dispositions de Sa Majesté vis-à-vis des Européens en son pouvoir, mais Théodoros répondit qu'il ne désirait pas qu'on lui écrivît, attendu qu'il n'avait pas délivré les captifs de leurs fers par un sentiment de crainte, mais simplement par pure amitié pour M. Rassan. Comme Théodoros, en maintes circonstances, avait exprimé son étonnement de n'avoir reçu aucune communication du commandant en chef, nous pensâmes qu'il serait bon de prier Sir Robert Napier, par l'intermédiaire de nos amis, d'envoyer une lettre polie à l'empereur, pour l'informer du motif de l'expédition. Nous fîmes savoir à Sir Napier que la lettre qu'il avait adressée à Théodoros avant le débarquement avait été gardée par M. Rassan, et que, plus tard, l'ultimatum envoyé par Lord Stanley, dénonçant notre intervention armée, était tombé encore entre les mains de M. Rassan, et qu'à lieu de remettre cette pièce à l'empereur, notre ami l'avait anéantie. Les 5 Européens, savoir, M. Steiger et ses amis, furent chargés de faire des boulets pour les canons de Sa Majesté, mais comme aucun des Européens ne voulut répondre d'eux, tous les soirs, ils avaient les mains enchaînées, et, le jour suivant, on enlevait leurs fers pour le travail. Dans la soirée du 16, Théodoros envoya demander à M. Rassan s'il voulait répondre d'eux. Ce dernier refusa, disant qu'il ne pouvait en répondre tant qu'il travaillerait pour Sa Majesté, et qu'il résiderait ainsi loin de lui. Cependant, M. Flood et un autre Européen ayant consenti à répondre d'eux, leurs mains ne firent plus enchaîner, et les captifs furent simplement gardés la nuit dans leur tente. Les approvisionnements commençant à diminuer, pendant quelques jours il fut question d'une expédition dans le voisinage. Le Daonte fut considéré comme le lien le plus propice. Toutefois, Théodoros ne voulant pas exposer sa petite armée à une défaite, ne s'aventura pas si loin, mais un matin, le 4 avril, il vola ses propres gens, c'est-à-dire qu'il ravagea les quelques villages situés au pied de Lamba, et tenta inutilement de saccager le village de Vata, où étaient gardés ses bestiaux. Théodoros rencontra plus de résistance qu'il ne s'y serait attendu de la part des paysans gaëleuses, il eut plusieurs soldats tués, et le butin qu'il remporta fut insignifiant. Les soldats qui gardaient la montagne étaient plus découragés que jamais, ayant peu l'idée des grands événements qui se préparaient, ils voyaient venir avec consternation la perspective de mourir de faim sur leurs rochers si l'empereur s'éloignait. De temps en temps, nous recevions de petits billets de M. Mainzinger, qui nous arrivaient cousus dans les pantalons usés de quelques paysans,
ainsi, nous savions que nos libérateurs approchaient, et nous attendions le jour peu éloigné où notre sort se déciderait. Nous souffrions beaucoup plus de cette incertitude constante sur ce qui pouvait nous arriver à chaque instant, que nous n'eussions souffert de la certitude de mourir. XX Tous les prisonniers quittent Lamba pour Islanger et notre réception par Théodoros. Il règne ses troupes et relâche quelques-uns des prisonniers. Il nous informe de la marche des Anglais. Le massacre. Nous sommes renvoyés à Magdale. Effet de la bataille de Fala. Messieurs Prideaux et Flett sont envoyés pour négocier. Les captifs relâchés. Ils l'échappent belle. Leur arrivée à Camp britannique. Dans la soirée du 7 avril, nous apprîmes indirectement que, dans la matinée du lendemain, tous les prisonniers devaient être appelés devant Sa Majesté, qui, en ce moment, campait à pied de Selacier, et qui, selon toute probabilité, ne retournerait pas à Lamba. À la chute du jour, un envoyé arriva de la part de Théodoros, nous ordonnant de descendre et de prendre avec nous nos tentes, et tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Selon l'usage, dans de semblables circonstances, nous revêtîmes nos uniformes, et nous partîmes pour le camp de l'empereur, accompagnés des premiers prisonniers. En approchant de Selacier, nous aperçûmes Théodoros entouré de plusieurs officiers et de soldats se tenant près de leurs fusils, et causant avec quelques-uns des ouvriers européens. Il nous salua poliment et nous pria de nous avancer et de nous tenir près de lui. Monsieur Cameron était très incommodé par le soleil, il pouvait à peine se tenir debout, et nous craignions à chaque instant qu'il ne se laissât tomber. En le voyant si fatigué, Théodoros nous demanda ce qu'il avait. Nous lui répondîmes qu'il se trouvait mal, et qu'il voulut bien l'autoriser à s'asseoir, ce qu'il accorda immédiatement. Théodoros salua ensuite les autres prisonniers et leur demanda comment ils se trouvaient, puis, apercevant le révérend monsieur Stern, il lui dit en souriant, « Ô Kokab, étoile, pourquoi vous êtes-vous tressé les cheveux ?» 27 Avant qu'il pût répondre, Samuel dit à l'empereur, « Majesté, ils ne sont pas tressés, ils tombent naturellement sur ses épaules. » L'empereur ensuite se retira un peu en arrière de la foule, et nous dit à nous trois et à monsieur Cameron de le suivre. Il s'assit sur une grande pierre et nous invita aussi à nous asseoir, puis il nous dit, « Je vous ai envoyé prendre, parce que je désirais m'occuper de votre sûreté. Lorsque vos concitoyens seront là et qu'ils feront feu, je vous mettrai en lieu sûr, et si vous veniez à être aussi en danger, je vous ferai changer de nouveau point. » Il nous demanda si nos tentes étaient arrivées, et sur notre réponse négative, il ordonna aussitôt que l'on dressât l'une des siennes en flanelle rouge. Il demeura avec nous environ une demi-heure, causant sur divers sujets, il nous raconta l'anecdote de Damoclès, nous questionna sur nos lois, cita les Écritures, en un mot, sauta d'un sujet à un autre, parlant de toute espèce de choses parfaitement étrangères à ce qui, à fond, l'inquiétait le plus. Il faisait tous ses efforts pour paraître calme et aimable, mais nous découvrîmes bientôt qu'il était travaillé par de grandes préoccupations. En janvier 1866, lorsqu'il nous avait reçus à Zaget, nous avions été frappés de la simplicité de sa mise, qui ressemblait, sous bien des rapports, à celle de ses soldats ordinaires. Depuis quelque temps, il avait cependant adopté des vêtements plus fastueux, mais rien ne peut être comparé à l'habit d'arlequin qu'il portait ce jour-là. Après nous avoir renvoyés, il remonta la colline sur laquelle étaient établies nos tentes, et pendant 2 heures, à environ 50 mètres plus loin, entouré de son armée, il bavarda à cœur joie.
Il discourut d'abord sur ses premiers exploits, sur ce qu'il comptait faire lorsqu'il rencontrerait les hommes blancs, employant constamment des termes de dédain vis-à-vis de ses ennemis qui s'avançaient. S'adressant aux soldats qu'il envoyait dans un poste avancé à Arrogier, il leur dit qu'à l'approche des hommes blancs, ils devaient attendre jusqu'à ce que ceux-ci eussent tiré, et, avant que l'ennemi eût eu le temps de recharger, ils devaient leur tomber dessus avec leurs épées, puis, leur montrant les vêtements somptueux qu'il avait mis dans cette occasion, il ajouta « Votre valeur aura sa récompense, vous vous enrichirez de dépouilles, dont les riches vêtements que je porte ne peuvent vous donner qu'une faible idée. » Lorsqu'il eut fini sa rereigne, il renvoya ses troupes et fit appeler Monsieur Rassan. Il lui dit de ne pas faire attention à tout ce qu'il avait pu dire, que cela ne signifiait rien, mais qu'il était obligé de parler ainsi publiquement afin d'encourager ses soldats. Il monta ensuite sur sa mule et grimpa au sommet du Selacier, pour examiner la route du Dalanta au Beclo et s'assurer des mouvements de l'armée anglaise. Le lendemain 8, nous vîmes Sa Majesté, mais seulement à distance, assise sur une pierre au-devant de sa tente, et causant tranquillement avec ceux qui l'entouraient. Dans l'après-midi, l'empereur monta encore au sommet du Selacier et nous fit dire qu'il n'avait rien aperçu, mais que nos compatriotes ne pouvaient être loin, car une femme était venue l'informer, le soir précédent, qu'on avait aperçu des mules et des chevaux qu'on abreuvait au bord du Beclo. La veille, en quittant Lamba, nous avions rencontré sur la route tous les prisonniers descendant en foule, plusieurs d'entre eux avant les mains et les pieds enchaînés et étant obligés, dans ces conditions, de parcourir cette descente rapide et irrégulière. Leur aspect eût inspiré de la pitié aux cœurs les plus durs. Plusieurs d'entre eux n'avaient pour tout vêtement qu'une loque autour des reins, et ressemblaient à de vrais squelettes vivants et recouverts d'une peau rendue dégoûtante par la maladie. Chefs, soldats ou mendiants, tous avaient une expression d'angoisse, ils n'avaient, hélas, que trop raison de craindre que ce ne fût pas pour un bon motif qu'on les eût arrachés de leur prison, où ils avaient passé des années de misère. Cependant ce même jour Théodoros donna l'ordre qu'on en relâchât environ 75, tous anciens serviteurs ou officiers qui avaient été emprisonnés sans cause, pendant une des crises d'emportement de ce tyran, si commune dans ces derniers temps. Bientôt après son retour de Selacier, sa clémence étant épuisée, Théodoros ordonna l'exécution de 7 prisonniers, parmi lesquels se trouvaient la femme et l'enfant de Confu, le gardien des greniers qui avait fui en septembre, pauvres êtres innocents sur lesquels le despote se vengeait de la désertion de leur père et de leur mari. Ils furent lancés par les braves Amaras et leurs corps roulèrent au fond du précipice le plus voisin. Théodoros ensuite m'envoya dire d'aller visiter Monsieur Bardel, dangereusement malade dans une tente voisine. L'ayant vu et lui ayant laissé mes prescriptions, je visitai ensuite quelques-uns des Européens et leurs familles, je les trouvai tous extrêmement inquiets, car nul ne pouvait dire quel serait le parti qu'adopterait Théodoros. Dans la matinée du 9, de bonne heure, quelques-uns des ouvriers européens nous avertirent que Théodoros faisait faire une route pour transporter une partie de son artillerie à Phala, sur la pointe qui commandait le Beclo. Ils ajoutèrent qu'avant de partir, il avait donné l'ordre de relâcher environ 100 prisonniers, surtout des femmes ou de pauvres gens. Environ vers 2 heures de l'après-midi, l'empereur étant revenu, nous envoya dire par Samuel qu'il avait vu une quantité de bagages descendant du Dalanta vers le Beclo, et 4 éléphants, mais très peu d'hommes. Il avait aussi remarqué, disait-il, quelques petits animaux blancs, à tête noire, mais il n'avait pu savoir ce que c'était.
Nous ne le savions pas, cependant nous le conjecturâmes aussitôt et nous répondîmes que probablement c'étaient des moutons de Barbarie. De nouveau il nous envoya dire, je suis fatigué de regarder si longtemps. Je ne vais plus regarder pendant quelque temps. Pourquoi êtes-vous des gens si lents ? Une tempête terrible éclata, elle avait déjà considérablement diminué lorsque nous vîmes des soldats se dirigeant de tous les côtés vers le précipice, situé à 200 mètres à peine de notre tente. Nous apprîmes bientôt que Sa Majesté, dans un moment de forte colère, avait quitté sa tente et s'était rendu à la maison des serviteurs de M. Rassan où l'on avait enfermé les prisonniers de Magdale depuis qu'il avait été amené à Islangée. Ainsi que je l'ai déjà raconté, le même jour Théodoros avait fait mettre en liberté un grand nombre de prisonniers. Ceux qui restaient, croyant pouvoir compter sur les bonnes dispositions de l'empereur, se mirent à demander à grands cris le pain et l'eau, dont ils avaient été privés depuis 2 jours, les gens qui les servaient étant partis et ne s'étant plus montrés depuis leur départ de Magdale. Au cri de « Abiai, Abiai » 28 Théodoros, qui se reposait en se permettant d'abondantes libations, ayant demandé à ceux qui l'entouraient ce que c'était, on lui répondit que les prisonniers demandaient du pain et de l'eau. Théodoros alors saisissant son sabre, et ordonnant à ses hommes de le suivre s'écria, « Je leur apprendrai à demander de la nourriture, lorsque mes fidèles soldats meurent de faim. » Arrivé au lieu où étaient enfermés les prisonniers, ivre et aveuglé de colère, il ordonna aux gardes de les lui amener. Il coupa en morceaux les 2 premiers avec son sabre, le 3e était un jeune enfant, sa main s'arrêta un instant, mais cela ne sauva pas la vie de la pauvre créature, il fut jeté vivant au fond du précipice par les ordres de Théodoros. Il parut en quelque sorte un peu calmé après les 2 premières exécutions, et il y eut un certain ordre dans celles qui suivirent. À chaque prisonnier qui lui était amené il s'enquérait de son nom, de son pays et de son crime. Le plus grand nombre furent jugés coupables et précipités dans l'abîme, là se tenaient des mousquetaires qui avaient été envoyés tout exprès pour achever ceux qui donnaient encore quelques signes de vie, car il y en avait toujours quelques-uns qui échappaient à la mort malgré leur terrible chute. Environ 307 victimes furent mises à mort, et 91 réservées pour une autre fois. Ces derniers, chose étrange, étaient tous des officiers importants, dont la plupart s'étaient battus contre l'empereur, et qui, tout, Sa Majesté le savait bien, étaient ses ennemis mortels. La crainte qui nous avait saisis est facile à comprendre, nous pouvions voir la ligne épaisse de soldats qui se tenaient derrière l'empereur, et dont les décharges d'armes à feu se comptaient au nombre de 200, et nous nous demandions avec angoisse combien grand était le nombre des victimes. Un chef s'approcha avec intérêt de nous et nous supplia de rester bien tranquilles dans nos tentes, car c'eût été peut-être dangereux pour eux, que Théodoros se fût souvenu des Européens dans de telles dispositions. Vers le soir, l'empereur s'en retourna, suivi par une grande foule. Toutefois, il ne parla point de nous, aussi, à un bout d'un certain temps, n'entendant aucun bruit, une douce confiance sur notre sort commença à renaître, à la pensée que nous étions sauvés encore pour cette fois. Nous n'avons jamais douté que, lorsque Théodoros nous fit venir avec tous les autres prisonniers, son intention ne fut de nous mettre tous à mort. Sa clémence apparente n'était qu'un voile pour masquer ses intentions, et faire naître des espérances de liberté dans les cœurs même de ceux dont il avait résolu le supplice. Le 10, de bonne heure, Sa Majesté nous fit ordonner de nous tenir prêts pour retourner à Magdale. Peu d'instants après, un autre message nous fut envoyé pour nous dire
quelle est cette femme qui envoie ses soldats pour combattre contre un roi? N'envoyez plus de dépêches à vos concitoyens, car si l'un de vos serviteurs est surpris en mission, l'alliance d'amitié entre vous et moi sera rompue. Nous avions dépêché, quelques jours auparavant, un général Merowetter, un jeune garçon, pour le prier d'envoyer une lettre à Théodoros, qui, dans plusieurs circonstances, avait témoigné son étonnement de ne recevoir aucune communication de l'armée. À peine avions-nous reçu le premier message, que ce jeune homme arriva porteur d'une lettre du général en chef pour l'empereur. Cette lettre était parfaite, telle que nous l'avions désirée, ferme et polie, elle ne contenait ni menaces ni promesses, si ce n'est que Théodoros serait traité honorablement s'il remettait les prisonniers sains et saufs entre ses mains. Aussitôt, nous envoyâmes Samuel pour avertir l'empereur qu'une lettre de M. R. Napier était arrivée, qui lui était destinée. Ce n'est pas l'usage, dit-il, je sais ce que j'ai à faire. Toutefois, à un bout de quelques instants, il fit venir secrètement Samuel et lui en demanda le contenu, et comme celui-ci l'avait traduite, il lui en indiqua les principaux points. Sa Majesté écouta attentivement, mais ne fit aucune remarque. Une mule des écuries impériales fut envoyée à M. Rassan, et l'on fit dire au lieutenant Prideaux, au capitaine Cameron et à moi de nous servir de nos propres mules, tandis que cette faveur était refusée aux autres prisonniers. À notre retour à Magdale, nous fûmes salués par nos serviteurs et les quelques amis que nous avions sur la montagne, comme des gens qui sortent de leur tombe. Nous fîmes apporter nos tentes, nos lits, etc., et nous attendîmes avec crainte les nouveaux caprices de ce despote inconstant. Vers midi, la garnison entière de Lamba reçut l'ordre de prendre les armes et de partir pour le camp de l'empereur. Quelques hommes âgés et les gardiens ordinaires des prisonniers seulement, demeurèrent sur la montagne. Entre 3 et 4 heures de l'après-midi, un terrible ouragan se déchaîna sur Lamba. Il nous semblait de temps en temps que nous distinguions, à un milieu des roulements du tonnerre, des coups de fusil éloignés et quelques autres plus sourds, mais plus rapprochés. Parfois, nous nous croyions bien sûrs d'avoir entendu le bruit de quelques décharges, mais nous rions de cette pensée, et nous nous moquions de ce que les roulements prolongés du tonnerre puissent agir de telle sorte sur notre imagination surexcitée, à un point de nous faire prendre le bruit de l'orage pour la musique tant désirée d'une attaque de notre armée. Un peu après 4 heures, l'orage diminua, et alors la méprise ne fut plus possible, le son dur et prolongé des fusils, et le bruit aigu de petites armes, nous arrivaient pleinement et distinctement. Mais qu'est-ce que c'était? Nul d'entre nous ne le savait. 2 fois, pendant l'heure qui suivit, le joyeux Elelta retentit d'Islanger et à Lamba, où il fut répété par les familles des soldats. Les doutes alors s'évanouirent, évidemment, le roi s'amusait seulement à parader, aucun combat ne pouvait avoir eu lieu, et l'Elelta n'eût point retenti si Théodoros s'était aventuré à la rencontre des troupes britanniques. Nous étions profondément endormis, tout à fait ignorants de la glorieuse bataille qui venait d'être remportée à quelques milles de notre prison, lorsque nous fûmes éveillés par un domestique, qui nous dit de nous habiller promptement et de nous rendre à la demeure de M. Rassan, où des messagers venaient d'arriver de la part de Théodoros. Nous trouvâmes, en entrant dans la chambre de M. Hassan, messieurs Waldmeyer et Fled, accompagnés de plusieurs officiers de l'empereur, venus pour porter la dépêche. Ce fut là que nous entendîmes parler, pour la première fois, de la bataille de Fala, et que nous apprîmes, en même temps, que nous étions hors de danger,
le despote humilié ayant reconnu la grandeur du pouvoir qu'il avait méprisé pendant des années. La dépêche impériale était ainsi conçue: je croyais que vos compatriotes, qui viennent d'arriver, n'étaient que des femmes, mais maintenant, je vois que ce sont des hommes. J'ai été vaincu par l'avant-garde seulement. Mes mousquetaires sont morts? Faites-moi faire la paix avec votre peuple. Monsieur Rassan lui fit dire aussitôt qu'il était venu en Abyssinie pour unir les deux peuples par un traité de paix, et qu'après ces événements, il désirait plus que jamais arriver à cet heureux résultat. Il proposa d'envoyer à N-Camp britannique le lieutenant Prideaux comme son représentant à lui, et M. Flood, ou tout autre Européen qui attrait sa confiance, comme représentant de Sa Majesté. Il pourrait aussi être accompagné de l'un de ses chefs supérieurs, mais il ajoutait que si Sa Majesté voulait remettre immédiatement tous ses prisonniers entre les mains du commandant en chef, cette démarche deviendrait tout à fait inutile. Les deux Européens et les autres délégués restèrent quelques instants pour se restaurer et se rafraîchir. Ils nous apprirent que Sa Majesté avait pris une batterie d'artillerie pour du bagage, et que, voyant seulement quelques hommes à Araigu, elle avait cédé à l'importunité des chefs, et leur avait permis d'aller où bon leur semblait. Un canon ayant fait feu, les Abyssiniens, poussés par la perspective d'un grand butin, avaient descendu précipitamment la colline. Sa Majesté commandait l'artillerie, qui était servie par les ouvriers européens, sous la direction d'un Koft, autrefois domestique de l'évêque, et de Lieged d'Adwork, fils d'un juif converti du Bengale. À la première décharge, la plus grosse pièce, le Théodoros, avait éclaté, les Abyssiniens ayant par mégarde mis 2 boulets pour la charger. À la tombée de la nuit, l'empereur avait envoyé des hommes pour rapatrier son armée, mais de nombreux messagers furent expédiés sans résultat. À la fin de la journée, quelques restes de l'armée furent aperçus se glissant lentement le long de la pente escarpée, et, pour la première fois, Théodoros entendit le récit de son désastre. Fitorari 29 Gabriel, son ami, qu'il aimait depuis longtemps, le plus brave des braves, était couché sur le champ de bataille. Il s'informa de tous ses autres officiers, et la seule réponse qu'on lui fit, fut « mort. 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 » Abattu, vaincu enfin, Théodoros, sans prononcer une parole, revint à sa tente, n'ayant d'autre pensée que d'en appeler à l'amitié de ses captifs et à la générosité de ses ennemis. En retournant à la tente de l'empereur, messieurs Flood et Waldmeyer le firent avertir par l'un des eunuques qui les avait accompagnés dans leur expédition. Il paraît que, tout le temps de leur absence, Théodoros n'avait fait que boire. Il sortit de sa tente très agité et demanda aux Européens: « Que voulez-vous » Ils lui répondirent que, d'après ses ordres, ils avaient parlé à son ami Monsieur Rassan, et que ce dernier avait conseillé d'envoyer Monsieur Prideaux, etc., etc. L'empereur leur coupa la parole et, d'un ton de colère, s'écria: « Mêlez-vous de vos propres affaires et allez à vos tentes. » Les deux Européens attendaient toujours, espérant que Sa Majesté reprendrait son calme, mais l'empereur, voyant qu'il ne bougeait pas, entra dans une violente colère et, d'une voix éclatante, leur ordonna de se retirer tout de suite. Environ vers 4 heures de l'après-midi, l'empereur fit appeler messieurs Flood et Waldmeyer. Dès qu'ils furent en sa présence, il leur dit: « Entendez-vous ces gémissements? Il n'y a pas un soldat qui n'ait perdu quelque frère ou quelque ami. Que sera-ce quand l'armée anglaise tout entière sera arrivée? Que dois-je faire? Donnez-moi un conseil. »
Monsieur Waldmeyer lui répondit, Majesté, faites la paix. Et vous, Monsieur Fled, que me dites-vous, Majesté, répondit Monsieur Fled, vous devez accepter la proposition de Monsieur Rassan. Théodoros demeura quelques minutes enseveli dans de profondes réflexions, la tête cachée entre les mains, puis il ajouta, Très bien, retournez à Magdale, et dites à Monsieur Bassam que je compte sur son amitié pour me faire conclure la paix avec ses concitoyens. J'agirai selon ses conseils. Monsieur Fled nous apporta ces paroles, tandis que Monsieur Waldmeyer restait auprès de l'empereur. Lorsque le lieutenant Prideaux et Monsieur Fled arrivèrent à Islangée, ils furent conduits auprès de l'empereur, qu'ils trouvèrent assis hors de sa tente sur une pierre, et vêtu comme à l'ordinaire. Il les reçut très gracieusement, et ordonna aussitôt qu'on sellât une de ses plus belles mules pour Monsieur Prideaux. Remarquant qu'il était fatigué de leur course rapide, il leur fit apporter une corne de tège pour les rafraîchir pendant leur route. Puis il les renvoya porteurs des paroles suivantes, J'avais pensé, avant ces derniers événements, que j'étais un souverain puissant et fort, mais j'ai découvert à présent que vous êtes plus fort, maintenant, faisons la paix. Ils partirent donc accompagnés de Deja-Chalamé, gendre de l'empereur, et se dirigèrent vers Arrogier, où était le camp britannique. Ils y arrivèrent après avoir galopé pendant 2 heures, et furent chaudement accueillis et salués partout. Ils s'arrêtèrent fort peu de temps au camp et s'en retournèrent avec une lettre de Sir Robert Napier, qui s'exprimait dans des termes conciliants, mais avec autorité. Il assurait Théodoros que, s'il se soumettait au désir de la reine d'Angleterre et renvoyait tous les prisonniers européens au camp britannique, il serait traité honorablement, lui et sa famille. Sir Robert Napier reçut Deja-Chalamé avec beaucoup de courtoisie, ce qui fut immédiatement communiqué à l'empereur par un messager spécial. Il le fit entrer dans sa tente et lui parla ouvertement. Il lui dit que, non seulement tous les Européens devaient être envoyés immédiatement au camp, mais que l'empereur devait venir lui-même reconnaître ses torts vis-à-vis de la reine d'Angleterre. Il ajouta que, si Sa Majesté acceptait ces conditions, elle serait traitée avec tous les honneurs dus à son rang, mais que, si un seul Européen venait à être maltraité entre ses mains, il ne devait s'attendre à aucune pitié, et que Sir Robert Napier ne partirait pas sans que le dernier meurtrier fût puni. Devrait-il demeurer 5 ans dans le pays, devrait-il aller le chercher sur le sein de sa mère? Il montra ensuite à Alamé quelques-uns des jouets qu'il avait apportés avec lui, et lui en expliqua les effets. À un retour de Prideaux et de ses compagnons à un camp de Théodoros, ils trouvèrent ce dernier assis sur le pic de Selacier, surveillant le camp britannique, et rien moins que de bonne humeur. Ils furent rejoints, à leur arrivée, par Monsieur Waldmeyer, et ils se dirigèrent tous ensemble vers Sa Majesté, pour lui présenter la lettre de Sir Robert Napier. On la lui traduisit 2 fois. À la fin de la seconde lecture, l'empereur demanda d'un ton décidé, que veulent-ils dire par être traités avec tous les honneurs? Est-ce que les Anglais entendent que je me soumette à mes ennemis, ou qu'ils me rendront les honneurs dus à un prisonnier? Monsieur Prideaux répondit que le commandant en chef ne lui avait rien dit, que toutes ces conditions étaient contenues dans la lettre, et que l'armée anglaise était entrée dans la contrée uniquement pour délivrer leurs concitoyens. Cette mission une fois remplie, ils s'en retourneraient chez eux. Cette réponse ne lui plut pas du tout. Évidemment, ses mauvais instincts reprenaient le dessus, mais se maîtrisant, il pria ces messieurs de se retirer à quelques pas, et il dicta une lettre à son secrétaire.
Cette lettre, commencée avant l'arrivée de Prideaux, n'était qu'une page incohérente, non scellée, et dans laquelle il déclarait, entre autres choses, qu'il ne s'était jamais soumis à aucun homme, et qu'il n'était pas prêt à le faire. Il mit avec sa lettre celle qu'il venait de recevoir de Sir Robert Napier, la remit aux mains de M. Prideaux, et lui ordonna de s'éloigner au plus tôt, ne voulant pas même lui permettre de prendre un verre d'eau, sous prétexte qu'il n'avait pas de temps à perdre. 2 heures de course à cheval ramenèrent encore messieurs Prideaux et Flood au camp britannique. Sir Robert Napier, malgré tout le regret qu'il en éprouvait, après les avoir laissés reposer quelques instants, les renvoya à Théodoros. C'était bien la vraie manière d'en user avec lui, la fermeté seule pouvait nous sauver. Nous avions assez de preuves que l'espèce d'adoration dont on l'avait entouré, était la cause que toutes nos démarches n'avaient abouti qu'à une correspondance absurde et sans aucun résultat. Il ne pouvait être donné aucune réponse à la folle communication que Théodoros avait envoyée, une dépêche verbale, en tout conforme à un premier message du commandant en chef, était tout ce qu'il y avait à faire. Nous étions toujours au pouvoir de Théodoros, nous n'étions pas encore libres, cependant, bientôt notre sort devait être décidé, nous ne pouvions rien, et nous étions prêts à nous soumettre d'aussi bonne grâce que possible à ce qui pouvait nous arriver d'un instant à l'autre. Monsieur Flood ayant laissé sa femme et ses enfants à Islangé, il ne pouvait faire autrement que de revenir, mais pour Monsieur Prideaux, le cas était différent, il était revenu, cependant, comme un honnête homme et un compagnon dévoué, prêt à sacrifier sa vie en s'efforçant de nous sauver, et en allant volontairement au-devant d'une mort presque certaine, pour obéir à son devoir. Aucun des braves soldats qui ont vaillamment sacrifié leur vie à un service de la reine Victoria n'est allé plus noblement au-devant de la mort. Heureusement, comme ils approchaient de Selacier, ils rencontrèrent M. Meyer, ouvrier européen, qui leur apprit l'heureux événement auquel nous devions toute notre liberté et notre départ pour le camp. Ils firent faire volte-face à leur monture avec beaucoup de joie, et allèrent apporter la bonne nouvelle à nos compatriotes inquiets. Mais il nous fallait cependant retourner encore à Magdale. Nous demeurâmes tout le jour dans une grande préoccupation, ne sachant, pour le moment, quelle conduite Théodoros adopterait à notre égard. Je soignai plusieurs des blessés, et je vis plusieurs des soldats qui avaient pris part à un combat de ce funeste jour. Ils étaient tous abattus et déclaraient qu'ils ne se battraient pas de nouveau. Quelle est, disaient-ils, la façon de se battre de vos concitoyens? Lorsque nous sommes en guerre avec des gens de nos pays, chacun à son tour, avec vous, c'est toujours votre tour. Aussi ne voyez-vous que morts et blessés parmi nous, tandis que, chez vous, nous ne voyons personne de tué, et puis pas un soldat ne prend jamais la fuite. Point. Les aboyeurs, canons, les épouvantaient beaucoup, et si la description qu'il en faisait était exacte, c'était, en vérité, de puissantes armes. Au bout de peu de temps, Théodoros, ayant reçu une réponse de Sir Robert Napier, et ayant envoyé messieurs Flood et Prideaux pour la seconde fois, appela auprès de lui ses principaux officiers et quelques ouvriers européens, et tint une espèce de conseil, mais il s'échauffa tellement et il finit par être si exalté et si fou, qu'à grande peine put-on l'empêcher de se suicider. Ses officiers le blâmèrent de sa faiblesse et lui proposèrent de nous mettre immédiatement à mort, ou de nous enfermer dans une tente à un milieu du camp, et de nous y brûler vivants à l'approche de nos soldats. Sa Majesté ne fit aucune attention à ces conseils, il renvoya ses officiers et commanda à messieurs Meyer et Saalmüller, 2 ouvriers européens,
de se tenir prêt à nous accompagner à un camp anglais. En même temps, il envoya 2 de ses principaux chefs, Bitwadda d'Assonier et Ras Bissavur, auprès de nous pour nous dire: partez immédiatement pour aller trouver vos concitoyens, vous enverrez prendre vos effets demain. Point. Ce message nous inspira beaucoup de crainte. Les 2 chefs étaient tristes et abattus, et Samuel était si agité, qu'il ne sut nous donner l'explication de cette subite décision. Nous appelâmes nos serviteurs pour nous faire un petit paquet de quelques-unes de nos rards, et ils nous souhaitèrent le bonjour avec des larmes dans les yeux. Le moins affecté de nos gardes paraissait encore triste et mélancolique. L'impression générale, tant des officiers que la nôtre, était que nous étions conduits, non au camp britannique, mais à une mort certaine. Il n'eût servi à rien de se lamenter et de se plaindre, aussi nous nous habillâmes, heureux encore de voir finir notre captivité, quelle que dût en être la fin. Nous saluâmes nos serviteurs, et nous partîmes pour Lamba sous bonne escorte. Pendant que nous nous habillions, Samuel et les chefs eurent un petit entretien où ils décidèrent que, Théodoros étant tout à fait fou de colère, il ne négligerait rien pour retarder notre entrevue, afin de donner le temps de se refroidir à cette colère qui l'aveuglait. À cet effet, il devait envoyer un soldat en avant-garde et porteur d'un message de notre part, pour demander à Sa Majesté la faveur d'une dernière entrevue, déclarant que nous ne saurions le quitter sans l'avoir salué auparavant. Arrivés au pied de Lamba, nous trouvâmes les mules que l'empereur nous avait envoyées, selon sa coutume, et nous fîmes sceller les nôtres par les ouvriers européens. Le lieu paraissait désert, et, jusqu'à la tente impériale, nous ne rencontrâmes que quelques soldats, mais en avançant, nous aperçûmes les hauteurs du Selacier et du Phala, toutes couvertes des misérables restes de l'armée de Théodoros. À environ 100 mètres de la tente impériale, nous rencontrâmes le soldat envoyé par les officiers et par Samuel, pour demander une dernière entrevue, qui revenait vers nous. Il nous dit que le roi n'était pas dans sa tente, mais entre Phala et Selacier, et qu'il ne recevrait que son ami bien-aimé, Monsieur Rassan. Des ordres alors furent donnés par les officiers qui nous servaient d'escorte, de conduire Monsieur Rassan par une route, et d'en faire prendre une autre aux autres prisonniers. Nous devions suivre un petit sentier du côté de Selacier, et Monsieur Rassan devait passer par un chemin, à 50 mètres environ plus loin. Nous avancions ainsi depuis quelques minutes, lorsque nous reçûmes l'ordre de nous arrêter. Les soldats nous apprirent que l'empereur, allant au-devant de Monsieur Rassan, nous devions attendre jusqu'à ce que l'entrevue eût eu lieu. Au bout de quelques instants, on nous invita à avancer, l'empereur ayant quitté Monsieur Rassan, et ce dernier étant déjà en route. Je marchais en tête de notre troupe, lorsque je fus tout stupéfait, après avoir fait quelques pas, de me trouver, au détour du chemin, face à face avec Théodoros. Je m'aperçus aussitôt qu'il était fort en colère. Derrière lui se tenait une vingtaine d'hommes, tous armés de mousquets. L'endroit où il s'était arrêté formait une petite plateforme si étroite, que j'aurais pu le toucher en passant. D'un côté de la plateforme, s'ouvrait un profond abîme, et à l'autre extrémité, le roc s'élevait taillé à pic comme une haute muraille. Évidemment, il n'aurait pu choisir un lieu plus propice, s'il eût nourri contre nous de sinistres projets. Il n'avait pu m'apercevoir le premier, ayant la tête tournée de l'autre côté, il parlait à voix basse au soldat le plus rapproché de lui et étendait la main pour s'emparer de son mousquet. J'étais, en ce moment, prêt à tout, et je ne doutais pas un instant que notre dernière heure ne fût venue.
Théodoros, la main toujours sur son mousquet, se retourna, il m'aperçut aussitôt, me contempla 2 ou 3 minutes, me tendit la main, et, d'une voix basse et triste, me demanda comment je me portais et me souhaita le bonjour. Le lendemain, le principal officier me dit qu'à l'instant de notre rencontre, Théodoros était indécis s'il nous mettrait à mort. Il avait permis à Monsieur Rassan de partir, à cause de son amitié personnelle pour Loi, et quant à nous, nous avions la vie sauve grâce à ce que les yeux de Sa Majesté s'étaient d'abord arrêtés sur moi, duquel il n'avait jamais eu à se plaindre, mais que les choses eussent tourné autrement si sa colère avait été éveillée par la vue de ceux qui haïssaient. Quelques minutes plus tard, nous rejoignîmes Monsieur Rassan, et nous marchâmes aussi vite que nous le permit le pas de nos mules. Monsieur Rassan me raconta ce que Théodoros lui avait dit, « Il se fait nuit, vous feriez peut-être mieux d'attendre ici jusqu'à demain point. » Monsieur Rassan lui avait répondu, « Comme voudra votre majesté point, ne tergiversez jamais, allez point. » L'empereur et Monsieur Rassan se serrèrent tous deux la main, regrettant l'un et l'autre leur séparation, et Monsieur Rassan ayant promis de revenir le lendemain de bonne heure. Nous avions déjà atteint les postes avancés du camp impérial, lorsque quelques soldats nous crièrent de nous arrêter. Théodoros aurait-il encore changé d'idée? Si près de la liberté, la mort ou la captivité devait-elle être notre partage? Telles furent les pensées qui assaillirent notre esprit, mais notre doute fut de courte durée, car nous aperçûmes, courant vers nous, l'un des serviteurs de l'empereur portant le sabre de Monsieur Prideaux ainsi que le mien, dont Sa Majesté s'était emparé à 2 bras Tabor, il y avait 21 mois. Nous les renvoyâmes à l'empereur, en le remerciant, et nous achevâmes notre voyage. Nous nous doutions fort peu alors combien nous l'avions échappé belle. Il paraît qu'après notre départ, Théodoros s'étant assis sur une pierre, la tête entre les mains, s'était mis à pleurer. Sangedda lui dit alors, « Étiez-vous une femme pour pleurer? Rappelez ces hommes blancs, mettez-les tous à mort, et enfuyez-vous ensuite, ou bien combattez et mourrez point. » Théodoros lui répondit brusquement par ces paroles, « Tous n'êtes qu'un âne. N'en ai-je pas mis assez à mort ces 2 derniers jours? Pourquoi voulez-vous que je tue ces hommes blancs, et que je couvre de sang toute l'Abyssinie? » Bien que très loin déjà du camp impérial, et en vue presque de nos sentinelles, nous ne pouvions croire que nous ne fassions pas victimes de quelque illusion. Involontairement, nous nous retournions toujours, craignant à chaque instant que Théodoros, regrettant sa clémence, ne nous eût fait suivre pour nous faire arrêter avant que nous eussions atteint le camp anglais. Mais Dieu, qui nous avait déjà délivrés une fois dans ce jour, comme par miracle, nous protégea jusqu'à la fin, nous arrivâmes enfin, et nous pénétrâmes dans les rangs de l'armée britannique, le cœur joyeux et plein de reconnaissance. Nous entendîmes alors le son si doux à nos oreilles des voix anglaises, les témoignages affectueux de nos chers compatriotes, et nous pressâmes les mains de ces chers amis, qui avaient travaillé avec tant de zèle à notre délivrance. Note 27. Les soldats seuls se tressent les cheveux, les paysans et les prêtres se rasent la tête une fois par mois. 28. Abiet, maître, seigneur, expression habituelle employée par les mendiants pour demander l'aumône. 29. Fitorari, le commandant de l'avant-garde. Conclusion. Dans la matinée du 12, le lendemain de notre délivrance, Théodoros envoya une lettre d'excuse, exprimant ses regrets d'avoir écrit la dépêche impertinente du jour précédent. En même temps, il priait le commandant en chef d'accepter un présent de 1000 vaches.
d'après la coutume abyssinienne, c'était une proposition de paix qui, une fois acceptée, anéantissait toute disposition d'hostilité. Les 5 captifs qui nous avaient rejoints en 1868, M. Steiger et ses amis, Mistress Fled et ses enfants, plusieurs autres Européens avec leurs familles étaient toujours entre les mains de Théodoros. Les Européens qui nous avaient accompagnés la veille et qui avaient passé la nuit à Encan, furent renvoyés de bonne heure le lendemain à Théodoros, et Samuel qui en faisait partie, fut chargé de demander la liberté de tous les Européens et de toutes leurs familles. Une chaise et des porteurs furent envoyés en même temps pour Mistress Fled dont la santé ne lui permettait pas d'aller à cheval. Avant son départ, Samuel fut instruit par M. Rassan que le commandant en chef avait accepté les vaches. À ce propos il y eut une malencontreuse erreur qui égara et déçut Théodoros, mais qui arriva tellement à propos qu'elle sauva probablement la vie aux Européens encore en son pouvoir. Lorsque les Européens étaient revenus à Selacier pour y conduire leurs familles, Samuel s'étant avancé vers l'empereur, celui-ci lui fit aussitôt cette question: « Mes vaches sont-elles acceptées ?» Samuel, s'inclinant respectueusement lui dit: « Le RAS anglais vous fait dire: J'ai accepté votre présent, puisse Dieu vous le rendre. » En entendant cela, Théodoros fit un long soupir comme s'il était délivré d'une grande angoisse, et il dit aux Européens: « Prenez vos familles et partez point. » Puis, se tournant vers M. Waldmeyer, il lui dit: « Vous aussi, vous pouvez me quitter, allez-vous-en, à présent que j'ai l'amitié de l'Angleterre, si j'ai besoin de 10 Waldmeyer, je n'ai qu'à les leur demander point. » Dans l'après-midi, les ouvriers européens et leurs familles, M. Steiger et sa suite, Mistress Fled et ses enfants, Samuel et nos serviteurs, enfin tous les prisonniers firent leur entrée au camp britannique. Il leur avait été permis de prendre tout ce qui leur appartenait et au moment de leur départ, Théodoros était si joyeux qu'il les salua. Le samedi 11, Sir Robert Napier avait clairement expliqué à Deja Chalamé quel était le plan qu'il avait adopté. Il désirait non seulement que les captifs fussent renvoyés mais que Théodoros lui-même vînt au camp britannique avant 24 heures, sans quoi les hostilités recommenceraient, mais Deja Chalamé, connaissant les difficultés qu'il y aurait à faire consentir Théodoros à cette dernière condition, insista tellement auprès de Sir Napier, que celui-ci étendit jusqu'à 48 heures le terme de son ultimatum. Dans la matinée du 13, l'empereur n'ayant pas encore reparu à Encan, il devint urgent de le forcer à le faire, et des mesures étaient prises pour achever le travail si bien commencé, lorsque plusieurs des plus grands officiers de l'armée de Théodoros firent leur apparition, déclarant qu'ils venaient en leur propre nom et en celui des soldats de la garnison, pour déposer les armes et rendre la forteresse. Ils ajoutaient que Théodoros, accompagné d'une 50aine d'hommes, avait pris la fuite. Pendant la nuit, il paraît que le soir, en apprenant que les vaches n'avaient pas été acceptées, mais se trouvaient au-delà des sentinelles anglaises, Théodoros crut qu'il avait été trompé, et que s'il tombait entre les mains des Anglais, il serait enchaîné ou mis à mort. Toute la nuit, il marcha vers Selacier, anxieux et abattu, et de bonne heure, dans la matinée, il ordonna à ses gens de le suivre. Mais au lieu de lui obéir, ceux-ci se retirèrent dans une autre partie de la plaine. Théodoros en arrêta 2 des plus rapprochés, mais ce dernier acte n'empêcha pas la défection, seulement ils s'enfuirent plus loin. Avec le peu d'hommes qui le suivaient, il passa par le Capharber, mais il n'avait fait que quelques pas lorsqu'il aperçut les Guelfes s'avançant de tous côtés dans l'intention de l'entourer.
lui et sa suite. Il dit alors à ses quelques fidèles compagnons, « Laissez-moi, je mourrai seul. » Ceux-ci refusèrent, alors il leur dit, « Vous avez raison, retournons à la montagne, il vaut mieux mourir de la main des chrétiens. » La soumission de l'armée, l'assaut de Magdale, le suicide de Théodoros, sont des faits trop bien connus pour que j'en fasse ici le récit. J'entrai dans la forteresse bientôt après que les troupes s'en furent emparées. Un des premiers objets qui attira mon attention fut le cadavre de Théodoros. Il avait sur les lèvres ce même sourire que nous avions vu si souvent, et qui donnait un air de grandeur calme au visage de celui dont la carrière avait été si remarquable et dont les cruautés ne pourront jamais être effacées de sa biographie. Mais dans ces derniers moments il retrouva l'ardeur des jours de sa jeunesse, combattit avec courage et préféra la mort à l'humiliation d'être fait prisonnier. Je restai cette nuit-là à Magdale. Il me parut étrange de passer un jour en homme libre, dans cette même hutte où j'avais été si longtemps enfermé comme prisonnier. Les soldats anglais gardaient maintenant nos anciennes prisons, le cadavre de Théodoros était couché dans l'une de ces huttes. Dans l'espace seulement de 48 heures, notre position avait tellement changé, qu'il était difficile de s'en rendre compte. Je craignais tant d'être victime d'une illusion, et j'étais tellement ému, que je ne pus dormir. Le général Wilby, son aide-de-camp le capitaine Capel et son commandant de brigade, le major X, partagèrent ma tente. Affamés et fatigués, ils s'accommodèrent aussi bien que nous du simple plat de thèpes abyssinien, de la sauce au poivre et du tej, que nous nous étions procurés dans les greniers de la demeure royale. Le lendemain, nous retournâmes à Arrogier, et là, pendant tout mon séjour, je reçus l'hospitalité du général Merewether. Le 16, nous partîmes pour Dalanta, avec quelques-uns des captifs libérés, et nous y attendîmes quelques jours le reste des troupes. Enfin, le 21, après que Sir Robert Napier nous eut présentés à nos libérateurs, nous partîmes pour la côte, et nous arrivâmes à Zoule le 28 mai. En faisant un retour sur le passé, moi, homme libre, dans un pays libre, ce passé m'apparaît comme un songe horrible, un faible anneau dans la chaîne de ma vie, et lorsque je me souviens que notre délivrance fut suivie immédiatement du suicide de ce despote aux grandes passions, qui nous avait tenus en son pouvoir, je ne puis trouver de meilleure explication, pour résoudre ce problème difficile, que les paroles inscrites par notre vaillant compatriote de Kéran, sur la bannière qui flotta à Askrag, lors de son bienheureux retour, « Dieu est amour, il nous a donné la liberté. » Fin. Table des chapitres. Chapitre 1er. L'empereur Théodoros. Son élévation à l'empire et ses conquêtes. Son armée et son administration. Cause de sa chute. Sa personne et son caractère. Sa famille et sa vie privée. Chapitre 2. Les Européens en Abyssinie. Monsieur Bell et Monsieur Plourdan. Leur vie et leur mort. Le consul Cameron. Monsieur Lejean. Monsieur Bardel et la réponse de Napoléon III à Théodoros. Le peuple de Gaffa. Monsieur Stern et la mission de Djanda. État des affaires à la fin de 1863. Chapitre 3. Emprisonnement de Monsieur Stern. Monsieur Kéran arrive avec des lettres et un tapis. Monsieur Cameron et ses compagnons sont chargés de chaînes. Retour de Monsieur Bardel du Soudan. Procédé de Théodoros vis-à-vis des étrangers. Le patriarche Koft. Abdul Rahman Bey. La captivité des Européens expliquée. Chapitre 4.
La nouvelle de l'emprisonnement de Monsieur Cameron arrive chez lui. Monsieur Rassan est choisi pour aller à la cour de Gondar, où il est accompagné par le docteur Blanc. Délais et difficultés pour communiquer avec Théodoros. Description de Massowa et de ses habitants. Arrivée d'une lettre de l'empereur. Chapitre V. De Massowa à Kassala. Une digression. Le Nabab. Aventure de Monsieur Marco Poli. Les Benyamers. Arrivée à Kassala. La révolte nubienne. Tentative de Monsieur le comte de Bisson pour fonder une colonie dans le Soudan. Chapitre 6. Départ de Kassala. Cheikh Abu Sain. Rumeur de la défaite de Théodoros par Tissot Gobazé. Arrivée à Metema. Marché hebdomadaire. Manœuvre militaire des Takruris. Leur émigration dans l'Abyssinie. Arrivée de lettres de Théodoros. Chapitre 7. Entrée en Abyssinie. Altercation entre les Takruris et les Abyssiniens à Ouachné. Notre escorte et les porteurs. Application de la médecine. Première réception de Sa Majesté. Traduction de la lettre de la reine Victoria et présent offert. Nous accompagnons Sa Majesté Ahmed Shah. Sa conversation en route. Chapitre 8. Nous quittons le camp de l'empereur pour Kourata. La mer de Tanne. La navigation abyssinienne. L'île de Dek. Arrivée à Kourata. Les gens de Gaffa et les premiers captifs nous rejoignent. Accusation portée contre ces derniers. Première visite au camp de l'empereur Azagé. Les flatteries précèdent la violence. Chapitre 9. Seconde visite à Zagé. Arrestation de Monsieur Rassan et des officiers anglais. Accusation contre Monsieur Rassan. Les premiers captifs sont amenés enchaînés à Zagé. Jugement public. Réconciliation. Départ de Monsieur Fled. Emprisonnement à Zagé. Départ pour Kourata. Chapitre X. Seconde résidence à Kourata. Le choléra et le taïf s'éclatent dans le camp. L'empereur se décide à aller à Debra Tabor. Arrivée à Gaffa. La fonderie transformée en palais. Jugement public à Debra Tabor. La tente noire. Le docteur Blanc et Monsieur Rosenthal fait prisonnier à Gaffa. Une autre accusation publique. La caverne noire. Voyage avec l'empereur à Aïbankabé. Nous sommes envoyés à Magdale, arrivés à Lamba. Chapitre 11. Notre première maison à Magdale. Le chef a une petite affaire avec nous. Impression d'un Européen chargé de chaîne. L'opération décrite. La toilette du prisonnier. Comment nous vivions. Défection de notre premier messager. Comment nous obtîmes de l'argent et des lettres. Un journal à Magdale. Une saison des pluies dans le Godjo. Chapitre 12. Description de Magdale. Climat et provisions d'eau. Les maisons de l'empereur. Son harem et ses magasins. L'église. La prison. Gardes et geôliers. Discipline. Visite préalable de Théodoros à Magdale. Massacre des Gélus. Caractère et antécédents de Samuel. Nos amis Zénabé l'astronome et Méchisba le joueur de luth. Garde de jour. Nous bâtissons de nouvelles huttes. Les serviteurs portugais et les serviteurs abyssiniens. Notre enceinte est agrandie. Chapitre 13. Théodoros écrit à Monsieur Rassan touchant Monsieur Fled et ses ouvriers. Ces deux lettres comparées. Le général Merewetter arrive à Massowa. Danger d'envoyer des lettres à la côte. Rassan Jeddah nous apporte quelques provisions. Notre jardin. Résultat plein de succès de la vaccine à Magdale. Encore notre sentinelle de jour. Seconde saison des pluies. Les chefs sont jaloux. Le RAS et son conseil. Damash. Hello, etc., etc. Vie journalière pendant la saison des pluies. Deux prisonniers tentent de s'échapper. Le Knout en Abyssinie. Prophétie d'un homme mourant. Chapitre 14.
Fin de la seconde saison pluvieuse. Rareté et cherté des approvisionnements. Meshicha et Konfu complotent leur fuite. Ils réussissent. Théodoros est volé. Damash poursuit les fugitifs. Attaque de nuit. Le cri de guerre des Géleuses et le sauve-qui-peut. Les blessés laissés sur le champ de bataille. Hospitalité des Géleuses. Lettre de Théodoros à ce sujet. Malheur de Mastiat. Wakshom Gabra Medim. Récit de la vie de Gobazé. Il sollicite la coopération de l'évêque pour s'emparer de Magdale. Plan de l'évêque. Tous les chefs rivaux intriguent pour Lamba. L'influence de Monsieur Rassan exagérée. Chapitre 15. Mort de l'Abouna Salam. Esquisse de sa vie. Grief de Théodoros contre lui. Son emprisonnement à Magdale. Les Wologala. Leurs mœurs et leurs coutumes. Menilek paraît avec une armée dans le pays de Gele. Sa politique. Avis envoyé à lui par Monsieur Rassan. Il investit Magdale et fait un feu de joie. Conduite de la reine. Précautions prises par les chefs. Notre position n'est pas meilleure. Les effets de la fumée sur Menilek. Désappointement suivi d'une grande joie. Nous recevons des nouvelles du débarquement des troupes britanniques. Chapitre 16. Conduite de Théodoros pendant notre séjour à Magdale. Sa conduite à Bejandé. Une rébellion éclate. Marche forcée sur Gondar. Les églises sont pillées et brûlées. Cruauté de Théodoros. L'insurrection croît en force. Les desseins de l'empereur sur Kourata échouent. Monsieur Bardel trahit les nouveaux ouvriers. Ingratitude de Théodoros envers les gens de Gaffa. Son expédition sur Foguera échoue. Chapitre 17. Arrivée de Monsieur Fled de l'Angleterre. Il remet une lettre et un message de la reine d'Angleterre. L'épisode du télescope. On prend soin de nos intérêts. Théodoros ne cédera qu'à la force. Il recrute son armée. Ra Sadilou et Zalalou désertent. L'empereur est repoussé à Belessa par l'Ijabitou et les paysans. Expédition contre Meutraa. Ces cruautés dans cette localité. Le grand Sébastopol est fabriqué. La famine et la peste obligent l'empereur à lever son camp. Difficulté de sa marche vers Magdale. Son arrivée dans le Dalanta. Chapitre 18. Théodoros dans le voisinage de Magdale. Nos sentiments à cette époque. Une amnistie accordée au Dalanta. La garnison de Magdale rejoint l'empereur. Monsieur Rosenthal et les autres Européens sont envoyés dans la forteresse. Conversation de Théodoros avec messieurs Fled et Waldmeyer sur l'arrivée des troupes. La lettre de Sir Robert Napier à Théodoros tombe entre nos mains. Théodoros ravage le Dalanta. Il trompe Monsieur Waldmeyer. On arrive au Beclo. Correspondance entre Monsieur Rassan et Théodoros. Les fers sont ôtés à Monsieur Rassan. Théodoros arrive à Islanger. Sa querelle avec les prêtres. Sa première visite à Lamba. Jugement de deux chefs. Il nomme un nouveau commandant à la garnison. Chapitre 19. Nous sommes comptés par le nouveau gouverneur et obligés de dormir tous dans la même hutte. Seconde visite de Théodoros à Lamba. Il fait appeler Monsieur Rassan et donne l'ordre que Monsieur Prideaux et moi soyons délivrés de nos chaînes. L'opération décrite. Notre réception par l'empereur. On nous envoie visiter le Sébastopol arrivé à Islanger. Conversation avec Sa Majesté. Les prisonniers encore en chaîne sont délivrés de leurs fers. Théodoros ne réussit point à se voler lui-même. Chapitre XX.
Tous les prisonniers quittent l'amba pour Islanger et notre réception par Théodoros. Il règne ses troupes et relâche quelques-uns des prisonniers. Il nous informe de la marche des Anglais. Le massacre. Nous sommes renvoyés à Magdala. Effet de la bataille de Fala. Messieurs Prideaux et Flett sont envoyés pour négocier. Les captifs relâchés. Ils l'échappent belle. Leur arrivée au camp britannique. Conclusion. Astérisque end of the project Gutenberg e-book. Ma captivité en Abyssinie, sous l'empereur Théodoros. Updated editions will replace the previous ones. All editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1. A by read or using any